Bienvenue au webinaire de l'AIC, Progrès de la pratique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Réduction des méfaits liés à la consommation de cannabis à des fins non médicales ». Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Josette Roussel et je suis responsable de programme pratique et politique infirmière à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et je vous présenterai ce webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à souligner que ce webinaire a été préparé par une collègue à l'association, Mme Carrie Schuhandler, qui est responsable de programme et politique publique et qui est notre experte à ce sujet. Alors, je tiens à la remercier. Le contenu de ce webinaire reflète son expertise sur le cannabis à des fins non médicales. Bien sûr, à la fin de la présentation, nous allons répondre à vos questions et puis vous allez utiliser une boîte que vous allez retrouver sur votre écran à droite et nous allons répondre à un plus grand nombre de questions possibles selon le temps dont nous disposons. Vous allez aussi pouvoir télécharger un certificat de participation à la fin de la présentation après avoir répondu à quelques questions d'un court sondage. Alors, je vais débuter. Je vous remercie beaucoup pour avoir accepté de participer à ce webinaire. C'est sûr que la légalisation du cannabis est un sujet d'actualité pour les Canadiens et bien sûr tout particulièrement les infirmières et infirmiers au Canada. L'Association des infirmières et infirmiers du Canada, je vais dire AIC avec les prochaines diapos, a mené des travaux en septembre dernier avec un sondage auprès des infirmières et infirmiers canadiens pour évaluer le niveau de connaissance des infirmières et infirmiers sur la légalisation du cannabis. Alors, après avoir analysé les résultats, on a constaté que plus de la moitié des répondants avaient déclaré qu'ils avaient un certain nombre de connaissances sur les risques et les méfaits associés au cannabis, mais il y avait aussi un manque de connaissances au sujet de certains aspects du cannabis et c'est pourquoi on a décidé de développer quelques ressources à ce sujet. Alors, avec le webinaire, il y a des fichiers qui sont joints en bas de votre écran. Alors, vous voyez un lien sur un document qui s'appelle « Réduction des méfaits de la consommation du cannabis non médical ». Et l'information du webinaire aujourd'hui est prise de ce document. Et aussi, on a aussi un lien vers un sommaire des résultats du sondage. Alors, le lien web se nomme « Connaissance du personnel infirmier sur la consommation du cannabis à des fins non médicales ». On a aussi mis en lien un webinaire sur le cannabis au Canada, les répercussions sur la profession infirmière et la réduction des méfaits de la consommation du cannabis à des fins non médicales est un autre lien qui se retrouve avec ce webinaire. Alors, tout d'abord, là, quelques clarifications sur la terminologie qui sera utilisée. Nous allons utiliser une terminologie qui ne reflète pas un terme plus péjoratif ou un terme qui évoque un stigma. Et comme vous avez sans doute entendu parler, le terme marijuana. Alors, on utilise comme organisation le terme cannabis. Et pour ce webinaire, on va parler du cannabis non médical. Vous savez, le cannabis médical comprend d'autres indications, d'autres aspects et un support très étroit avec les professionnels de la santé. Nous avons aussi conscience que le cannabis illégal est consommé par bien des Canadiens et le Centre canadien sur les dépendances et usages des substances a
a fait de nombreuses publications sur l'utilisation du cannabis par les jeunes. Ils sont des grands consommateurs du cannabis à des fins non médicales. En fait, ce sont les plus grands consommateurs au monde. Et dans les statistiques, on note que les jeunes âgés entre 11 et 15 ans avaient indiqué consommer 28% avaient indiqué qu'ils avaient consommé de cannabis dans l'année précédente, selon un sondage. Et les Canadiens âgés de 15 à 19 ans avaient consommé de cannabis à 21%. Ça, c'est dans l'année précédente. Pour les 20 à 24 ans, le pourcentage augmente, c'est à 30%. Et puis pour les jeunes âgés de 25 ans et plus, la consommation est à 10%. Alors, on peut voir que les jeunes consomment beaucoup de cannabis à des fins non médicales. Et au fait, le pourcentage de ce groupe d'âge est 2,5% plus élevé que ceux des jeunes adultes de 25 ans et plus. C'est pourquoi, en regardant ces données, on soulève qu'en tant qu'infirmière, qu'on doit être très, très à l'affût des conversations que l'on doit avoir avec les familles, les parents, la communauté sur les méfaits liés à la consommation du cannabis à des fins non médicales. L'AIC, dans le langage, on utilise un concept réduction de méfaits lorsque l'on aborde l'utilisation du cannabis légal ou illégal. Alors, vous êtes sans doute familier ou familière avec ce concept. C'est une approche basée sur la santé publique afin de réduire les répercussions sur la santé, la condition sociale et l'économie provoquées par des activités à risque. Alors, ce que l'on veut dire par réduction des méfaits, c'est une intervention générale de soins de santé en matière de méfaits sur la santé et la condition sociale pour les personnes qui font usage de substances illicites ou de consommation de drogue. Et ça complète aussi des stratégies de sobriété, de prévention et de traitement. La réduction de méfaits s'attarde surtout à la promotion de la sécurité, la prévention de décès et l'invalidité et à soutenir un usage plus sécuritaire et sanitaire pour les personnes, les individus, la famille et les communautés. Les valeurs de la réduction des méfaits sont associées à les principes de notre code de déontologie et le code de déontologie de les infirmières et infirmiers du Canada, de l'AIC, oriente l'exercice de la profession infirmière de façon éthique. Et comme je vous ai mentionné, on a publié une ressource qui se nomme la réduction des méfaits de la consommation du cannabis à fin non médicale. Et on a aussi un énoncé de position qui est présentement en révision et qui sera disponible sous peu, dans à peu près un mois. Alors, comme je vous ai dit, le document La réduction des méfaits a été publié par l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et ça soulève toute la recherche qui a été faite par les organismes qui sont spécialisés dans ce domaine et on a les recherches qui sont faites par ces organismes en ce qui a trait à les impacts de la légalisation, les méfaits associés à l'utilisation non médicale du cannabis et les considérations pour réduire les méfaits. Alors, dans ce que l'on va soulever, on va soulever 10 conseils pour la réduction des méfaits. Alors, comme on soulève que la légalisation est perçue comme la meilleure option pour vraiment s'attaquer aux méfaits du cannabis, on soulève avec le document que la légalisation permet de réglementer la qualité, la dose et la puissance du produit et peut aussi réduire les méfaits sociaux et éliminer les coûts de l'interdiction. Alors, ça
prévient à ce moment-là, ça permet d'utiliser l'argent à des faits de prévention, d'éducation et de santé. Alors, la législation seule, on ne dit pas que ça va tout réduire les risques, mais ça donne toutefois une importance au gouvernement d'atténuer ces risques avec la légalisation. Les recherches, et puis ça c'est dans le document d'un auteur comme Crépeau, souligne que la légalisation ne réduit pas en soi tous les risques de la santé et les méfaits du cannabis. Puis, comme je vous l'ai dit, elle permet au gouvernement de réglementer, d'atténuer les risques et ça permet d'avoir un équilibre entre ce qui est juridique et non réglementé, réglementé et des risques associés au cannabis. Et puis, ça permet aussi de protéger les utilisateurs en ayant des produits sécuritaires. Alors, ce que ça veut dire comme infirmière, ça veut dire que comme professionnel de la santé, on doit connaître ce qui sont les impacts de cette substance et qu'est-ce qu'on peut apporter comme formation, comme éducation et prévention à nos patients, aux familles que l'on côtoie en santé publique ou lorsqu'on travaille au niveau de la communauté. Alors, comme association, lorsqu'on regarde à ce que ça veut dire pour les infirmières, on veut s'assurer que les infirmières ont les outils et qu'ils ou qu'elles puissent utiliser ces outils dans leur pratique. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va s'attarder sur 10 conseils. On essaie de soulever dans ces 10 conseils l'information qui vous amène à avoir un petit peu plus de connaissances sur ce que ça veut dire. Alors, le premier conseil, c'est de retarder la consommation jusqu'au début de l'âge adulte. Alors, comme je vous l'ai mentionné auparavant, étant donné que on sait que les jeunes utilisent le cannabis, mais on doit promouvoir avec la formation et puis les campagnes de donner plus d'informations sur les familles, les jeunes, sur le cerveau qui continue de se développer jusqu'à 25 ans. Alors, on essaie de diminuer le début de la consommation avant cet âge pour essayer de minimiser les risques sur le cerveau et puis des zones cérébrales qui sont affectées par la consommation de cannabis tôt par les jeunes adultes. Et ça affecte, entre autres, selon les recherches, ça affecte la mémoire, la cognition, puis le fonctionnement exécutif de notre cerveau. Alors, les recherches ont aussi démontré que l'usage chronique du cannabis semble avoir un effet différent sur les jeunes que sur les adultes. Alors, les problèmes de cognition, de mémoire et d'attention sont plus prononcés auprès des jeunes qui ont consommé plus jeunes. Et alors, ça veut dire qu'on a vraiment une responsabilité de donner cette information. Alors, lorsque les adultes, alors ceux qui sont plus âgés de 25 ans, la recherche a démontré lorsqu'ils cessent d'utiliser le cannabis de façon chronique, les déficits cognitifs posés par le cannabis semblent se résorber. Puis, il paraît que c'est les jeunes qui commencent à consommer au début de l'adolescence, ça se résorbe pas de la même façon. Alors, non seulement l'usage précoce du cannabis peut-il augmenter le risque des changements cognitifs à long terme, il constitue aussi un facteur de risque du développement des troubles d'utilisation du cannabis et une plus grande fréquence auprès des jeunes engendre un plus grand risque. Alors, c'est ce que ça a été démontré par la recherche. Alors, ça veut dire de retarder la consommation peut avoir un effet sur la santé de nos jeunes. Le deuxième conseil, c'est au sujet de la réduction de la fréquence d'utilisation, de réduire au minimum la fréquence d'utilisation. Alors, ça veut dire
que l'on sait avec les recherches que le risque de méfaits augmente avec le taux d'utilisation, la consommation fréquente, quotidienne et presque quotidienne devrait être évitée. Alors, les recherches ont vraiment démontré un lien entre la consommation du cannabis et les problèmes de santé mentale. Il semblerait qu'il y aurait besoin de données supplémentaires, mais il y a quand même des preuves qui font un lien entre l'usage chronique et la dépression, l'anxiété et les comportements suicidaires. Et au fait, la schizophrénie et la psychose préoccupent également. Il y a des méta-analyses systématiques qui ont fait un rapport entre la consommation du cannabis et l'apparition précoce de la maladie psychotique. Même si l'usage occasionnel est susceptible d'accroître ces risques, il y a un risque de psychose plus élevé à 40 chez les consommateurs de cannabis et ceux qui ne consomment pas de cannabis. Alors, c'est très significatif. Aussi, la recherche a démontré que l'usage fréquent et précoce du cannabis est associé à un risque encore plus grand, jusqu'à 50 à 200 plus élevé que chez les non-usagers, en particulier ceux qui ont des antécédents personnels ou familiaux de psychose. Alors, chez ceux qui ont une histoire, ils ont un risque plus élevé. Alors, c'est quand même un risque qui n'est pas à sous-estimer et qui est soulevé par les recherches récentes sur l'utilisation de cannabis auprès des gens qui ont une histoire de santé mentale. Le conseil numéro 3, troisième conseil, est en relation avec l'utilisation fréquente du cannabis. Essayer d'arrêter quand l'usage devient difficile à contrôler. Alors, avec l'aide de la professionnelle au besoin. Alors, ce que ça veut dire, c'est que on reconnaît qu'il y a une difficulté auprès des personnes qui utilisent le cannabis à arrêter et il semblerait que la dépendance est difficile à contrôler et ça semblerait être relié à un certain nombre de situations et c'est pourquoi il y a un grand besoin d'avoir un lien avec les professionnels de la santé. Alors, dans le langage, le jargon médical, on définit le trouble d'utilisation du cannabis. Alors, c'est ça quand c'est difficile à arrêter, comme un comportement problématique qui amène les consommateurs à une dépendance. Alors, comparativement à la probabilité estimée de développer une dépendance à la nicotine avec le tabac, qui est à 68 le cannabis, chez les utilisateurs de cannabis, les pourcentages sont à 9 avec une dépendance. Alors, pour la nicotine, c'est 70 vont développer une dépendance. L'alcool, c'est 23 et la cocaïne, 21 Alors, le pourcentage est moins élevé, mais il est quand même là. Alors, c'est un facteur à considérer. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les individus, les consommateurs de cannabis qui deviennent dépendants au cannabis peuvent avoir de la difficulté à arrêter ou à diminuer leur consommation et peuvent ainsi continuer à faire l'usage du cannabis malgré ses effets négatifs sur leur santé. Et en arrêtant, ils ont des symptômes de sevrage. Alors, ils peuvent être irritables, anxieux, ils peuvent avoir des maux d'estomac et peuvent aussi avoir une perte d'appétit ou de poids, un sommeil affecté et souffrir de dépression. Alors, ceux qui font usage plus souvent, plus longtemps, présentent un risque plus élevé de dépendance que les usagers occasionnels. C'est ce que la recherche a démontré. Le quatrième conseil est de réduire au minimum les complications respiratoires. Alors, c'est ce qui a trait à l'utilisation du cannabis par voie, par inhalation ou inhalation, retenir sa respiration ou
profondément lorsqu'on utilise le cannabis. Alors, envisager le recours à un vaporisateur au lieu de le fumer. Alors, ce qui a été démontré par les recherches, c'est qu'il y a des preuves significatives qui démontrent une association entre l'inhalation du cannabis et les symptômes respiratoires. Ça veut dire la toux, une respiration qui est sifflante et un essoufflement ou des épisodes de bronchite chronique. Alors, environ la moitié des adultes canadiens qui ont fumé du cannabis au cours des dernières années ont aussi fumé du tabac. Et le tabagisme constitue probablement la principale cause des troubles respiratoires, mais la fumée du cannabis contient du goudron et d'autres agents cancérogènes connus. Alors, on sait que les fumeurs de cannabis tentent de fumer moins souvent que les fumeurs de tabac, mais il y a quand même une fumée non filtrée dans leurs poumons qui entre dans leurs poumons pour avoir l'effet maximum. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les utilisateurs vont inhaler profondément, ce qui va affecter leurs conditions respiratoires. Alors, ça a été remarqué que le cannabis fumé va avoir des combustibles toxiques et les vaporisateurs semblent réduire les effets de cette combustion et diminuer les toxines qui sont moindres avec le vapotage. C'est comme ça qu'on décrit ça. Alors, on dénote une diminution de tous ces problèmes respiratoires auprès des gens qui utilisent un vaporisateur. Et alors, ça devient moins dangereux pour les utilisateurs. Le 5e conseil, c'est de consommer d'éviter de consommer des quantités trop importantes ou très concentrées à fort teneur de THC et les produits cannabinoïdes synthétiques. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les produits cannabinoïdes synthétiques contiennent de plus fortes concentrations de THC qui deviennent plus préoccupantes, qui affectent plus le cerveau et la santé mentale. Et on a besoin d'encore plus de recherche sur les effets de cette concentration élevée. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on recommande d'ajuster la dose et puis d'éviter mais on sait que les consommateurs de cannabis qui utilisent des produits qui sont disponibles sur le marché noir peuvent avoir un degré de produits synthétiques très élevé, inconnu, qui amène des problèmes ou des effets secondaires plus soutenus. Le 6e conseil est l'abstention de mélanger de consommer le cannabis non médical avec de l'alcool. Alors, on connaît les risques de l'alcool. Alors, le mélange risque d'accroître l'affaiblissement des capacités mentales et puis ça peut aussi causer plus d'anxiété, de nausées, et vomissements et d'évanouissement. Le 7e conseil est au sujet de la conduite d'un véhicule lorsqu'on est dans un état d'euphorie. Alors, la recommandation, c'est d'attendre 6 heures après l'inhalation de la substance. Après l'ingestion, on sait que la légalisation ne concerne pas l'ingestion de produits. Alors, on sait que c'est un petit peu plus longtemps avec l'ingestion, c'est-à-dire la consommation de produits qui contiennent du cannabis. Alors, du point de vue de la santé publique, on sait que la conduite avec des facultés affaiblies constitue un des grands méfaits de la consommation de cannabis. On a
retenu par les recherches qu'il y a des diminutions de facultés psychomotrices, cognitives et au niveau de la mémoire, alors que ça va augmenter considérablement le risque d'accident automobile. Quoique le risque d'accident causé par une conduite à faculté affaiblie par la cannabis est moindre que celui avec une conduite avec une faculté affaiblie par l'alcool, il demeure quand même très préoccupant de savoir qu'il y a des individus qui conduisent après avoir consommé et qui constituent quand même un risque accru pour augmenter les risques d'accident. Alors, les risques de collision automobile empirent lorsque le cannabis est consommé avec de l'alcool. Et on a aussi beaucoup de l'emphase, on met de l'emphase sur la communication avec les jeunes. En Ontario, on démontre avec les données que le cannabis représente la substance illicite la plus populaire chez les jeunes conducteurs en Ontario, ce qui soulève des préoccupations et qui nous amène à amener cet aspect-là à l'avant-plan et puis on doit en parler. On soulève aussi que le cannabis a le maximum, après avoir été inhalé, atteint son maximum après 30 minutes, se résorbe après 1 heure à 3 heures et demie, mais on soulève que la déficience cognitive peut durer jusqu'à 6 heures. Alors, c'est pour ça qu'on donne le volet de 6 heures après avoir inhalé la substance. Et puis, la consommation avec l'alcool augmente aussi ce risque-là et cette déficience. Le 8e conseil est concernant le partage de produits, soit le joint en tant que tel ou le matériel pour fumer. Alors, si on partage des objets qui entrent en contact avec les lèvres, on augmente le risque de transmission d'infection. Et puis, quand on regarde nos jeunes, ça donne un risque accru de méningite, d'influenza et d'autres pathogènes. Alors, on donne comme conseil de partager avec prudence et puis d'éviter au minimum de partager et puis de ne pas mettre le contact du produit avec les lèvres et si possible. Le 9e conseil est de s'assurer que les groupes à risque, notamment on parle ici de femmes enceintes ou des individus ayant des antécédents personnels ou familiaux de psychose, qui s'exposent à des risques plus accrus. Et puis ces groupes devraient complètement éviter de consommer. Alors, ce qu'on soulève avec la recherche, c'est que auprès des femmes enceintes, on a soulevé un lien avec un poids du bébé moins élevé à la naissance. Et puis, on a aussi soulevé un effet sur l'effet cognitif et comportemental et la santé mentale du bébé. Et il y a aussi l'impact sur l'apprentissage des enfants qui ont été exposés par le cannabis in vitro. Alors, on voit aussi des liens sur l'impact à long terme sur l'enfant. Alors, la consommation chronique du cannabis, comme on l'a mentionné, donne un risque plus accru de schizophrénie, de psychose et de symptômes psychotiques. Et on a soulevé un rapport entre l'utilisation du cannabis et la psychose, et surtout chez ceux-ci qui ont un antécédent personnel ou familial de psychose.
Alors, le dernier conseil, c'est en relation avec l'injection et les surdoses. Il y a un risque accru de lésions involontaires causées par des surdoses. C'est moins connu, mais c'est quand même important avec la consommation de cannabis. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les risques se produisent plus souvent avec l'injection de produits de, de cannabis, des produits comestibles qui peuvent prendre toutes sortes de formes. Il y a des bonbons, il y a des pâtisseries, il y a des biscuits, des brownies. Alors, ces produits-là amènent des risques plus accrus. Et lorsque le cannabis est inhalé, l'effet souhaité est presque immédiat, tandis que lorsque ces produits sont consommés de façon comestible, l'effet prend plus de temps. Alors, ça peut être retardé jusqu'à 2 heures et puis ça peut durer de 5 heures à 8 heures. Alors, ce qu'on soulève, c'est que ces produits-là doivent être, s'ils sont à la maison, d'être gardés dans un endroit sûr, surtout hors de la portée des enfants. On pense aussi aux animaux qui peuvent toucher et ingester ces produits-là. Et puis, on soulève certains effets qui avaient été soulevés par les enfants qui ont ingéré de façon accidentelle un produit comestible. Ils ont été affectés par de la somnolence, la léthargie, des étourdissements, l'agitation, des vomissements, des dépressions respiratoires ou même des convulsions. Alors, des recherches qui ont été soulevées au Colorado ont soulevé qu'à peu près la moitié des patients examinés à l'hôpital sont des enfants au cours des 2 dernières années qui ont suivi la légalisation du cannabis et qui laissaient entendre qu'il y avait une incidence des expositions à ces produits-là. Alors, c'est très important de ranger ces produits comestibles-là ou d'autres produits de cannabis, que ce soit des joints, hors de la portée des enfants et des jeunes. Alors, ce que je voulais soulever, c'est qu'on a des ressources et puis je vous laisse la chance de poser vos questions et puis je vais attendre quelques minutes. Je vais commencer avec des questions que nous avons reçues dans le webinaire en anglais que je crois qui seraient peut-être intéressantes pour le groupe de francophones. On a eu beaucoup de questions au sujet de ressources auprès des jeunes et il y a une ressource qui s'appelle Jeunesse sans drogue et c'est un outil bilingue disponible en ligne avec toutes sortes de ressources et de guides pour encadrer une discussion auprès des jeunes. Alors, je vous encourage à utiliser cette ressource, Jeunesse sans drogue. Une autre question soulevée au sujet de l'âge ou du risque de psychose auprès du jeune adulte au-delà de 25 ans. Alors, comme on l'a mentionné dans le webinaire, c'est surtout lorsqu'on regarde les risques accrus de psychose, c'est auprès des jeunes adultes qui ont une histoire de famille, une histoire personnelle, qui auraient utilisé le cannabis très jeune. Ça dépend aussi de la fréquence et de l'utilisation continue du cannabis. Alors, c'est ce qui augmente le risque. Et il y avait aussi des questions au sujet de ressources auprès
l'enseignement pour les femmes enceintes. Et puis, on a des ressources qui nous ont été partagées. J'ai le lien anglais, mais je vais quand même mettre le lien. Alors, il y a des ressources sur les liens, le cannabis et puis la grossesse. Et je crois que ce serait intéressant pour les infirmières qui œuvrent dans la santé publique ou dans les soins de santé primaires. Alors, je ne vois pas de questions. On va poursuivre avec le sondage. Et je vous remercie énormément pour votre attention. Et vous allez recevoir votre certificat de participation. Je vous invite à consulter le document sur la réduction des méfaits de la consommation de cannabis à des fins non médicales et de regarder notre site web, le site web de l'AIC. On publie régulièrement des ressources et puis l'énoncé de position va être disponible dans à peu près un mois. Ça va pas très bien, Laura. Alors, tout en espérant que ça a été utile et puis que ce webinaire vous a donné des idées et des outils qui vont vous aider dans votre pratique au quotidien suite aux enjeux de la consommation de cannabis à des fins non médicales. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne après-midi.